Bonjour Pierre, ça va? Bonjour Thierry, ça va très bien et toi? Ça va bien, écoute, on a du beau temps, on est plutôt pas mal. Alors ici, on est sur un essai de présentation de couverts de la société Lidea. Voilà, c'est un petit partenariat que j'ai avec Lidea. Et on va discuter de l'intérêt des couverts d'interculture, de leur usage, de quelques petits conseils peut-être pour les avoir. On voit que cette année, on a une super plateforme ici qui présente bien, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir un petit peu ça. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu à quoi ça sert de mettre un couvert d'interculture après j'allais dire un poids comme ici ou après d'autres cultures? Alors tout à fait. Le premier intérêt d'un couvert, c'est déjà de couvrir le sol, d'éviter que le sol soit nu et donc d'éviter le lessivage des éléments minéraux. On va dire à la base, le couvert, c'était un petit peu réglementaire pour éviter le lessivage de l'azote. Par contre, ça ne sert pas qu'à ça. Parce qu'également, en plus de limiter ce lessivage, il va permettre de faire refuge aux micro- et aux macro-organismes du sol, couvrir le sol, abaisser sa température, permettre justement d'un passage préférentiel de l'eau et l'infiltration au niveau du sol, et également d'apporter donc de la matière organique au sol. Ça, on va dire, c'est les grandes thématiques. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'en mets depuis très longtemps, mon père en mettait aussi. Voir un sol nu comme on le voit là derrière, alors parfois ça arrive, hein, mais pour moi c'est une hérésie, quelque part de le couvrir, d'aller repomper au fond des éléments minéraux qu'on va remettre pour la culture suivante d'aplomb, hein, donc azote, phosphore, potasse, entre autres, plus d'autres éléments. Plus le soufre et compagnie. Et plein d'autres. De couvrir le sol, d'éviter voilà, qu'il ne s'érode, de garder j'allais dire l'ensemble de nos animaux, enfin voilà, des petits éléments qui peuvent être, et aussi d'apporter de la matière organique à la suite. C'est hyper important. Alors c'est aussi des réserves d'eau pour l'année suivante, quoi. C'est aussi des réserves d'eau parce que grâce à cette matière organique, en fait, on va améliorer la réserve utile de notre sol et donc en fait, on va améliorer le potentiel de notre sol pour la culture suivante. Parce que l'interculture, l'objectif, c'est quand même aussi d'améliorer les performances de notre culture de rente. Ce n'est pas qu'une contrainte, il faut bien voir le couvert végétal comme une opportunité de gagner de l'argent. Ouais. Moi, l'idée quand je veux montrer cette vidéo, c'est bien de dire on va passer de l'obligatoire, hein, parce que voilà, il y a des obligations, à réfléchir et dire qu'on va peut-être gagner, d'ailleurs j'en parlerai un petit peu après, mais on va pouvoir gagner en utilisant des couverts. Alors ici, on a un mélange par exemple qui est présenté. Alors qu'est-ce qu'on a comme espèce et qu'est-ce qu'on va avoir comme différents intérêts de ces plantes et pourquoi un mélange d'abord? Alors un mélange, c'est un risque limité qu'une espèce ne s'exprime pas. Parce que si on n'a qu'une espèce, on a un coup de chaud, une raison X, Y, un pathogène, un ravageur, eh bien ça veut dire qu'on n'aura plus de couvert. Et donc on va se retrouver à nouveau avec un sol nu. C'est-à-dire que par exemple, cette année, Facélie ont eu un peu chaud à un moment donné. Exactement. Elles ont tombé, c'est peut-être d'autres plantes qui vont prendre la place. Mais si on sème qu'une espèce, bah, quelque part, elle va peut-être être limitée par un ravageur et puis disparaître, ou alors par la sécheresse, quoi. Exactement. Et puis l'objectif, ce n'est pas de reproduire le schéma des grandes cultures, parce qu'en grande culture, on multiplie déjà une seule espèce. Donc là, on est sur un couvert végétal, un couvert d'intérêt, une plante de service et des plantes de service. Donc on va améliorer la biodiversité en ayant plusieurs plantes, on va occuper les différentes strates, les strates basses, les strates hautes, avoir différents systèmes racinaires pour faire des travaux de structuration différents, superficiels et un petit peu plus en profondeur. Et dans ces cas-là, donc on va sécuriser et maximiser l'effet de son couvert. Une seule espèce, c'est pas assez. D'accord. Est-ce qu'on va choisir aussi ces couverts en fonction de la culture qu'on aura après, de la date d'implantation oui. et de son usage? Exactement, il y a tout ça à prendre en compte. Parce qu'on va dire, il n'y a pas de mauvais couverts végétaux, il n'y a pas de mauvaises espèces ou de mauvaises variétés, il n'y a que des mauvaises utilisations. Parce que forcément, il y a des couverts qui sont plus typés été, d'autres plus typés période intermédiaire, donc août-septembre, et d'autres qui sont plutôt typés pour être semés donc à l'automne, septembre, octobre, voire un peu plus tard. Et donc forcément que si on utilise une espèce au mauvais endroit, eh bien, on va être forcément déçu du résultat. Et notamment au sein de la rotation, si on fait du colza, on va peut-être éviter de remettre une autre crucifère qui est de la même famille que le colza, par exemple. Si je mets une légumineuse après, on va peut-être éviter les légumineuses. On en parlait tout à l'heure. Exactement, on va peut-être éviter de mettre une légumineuse parce qu'on va faire un apport d'azote qui sera inutile et non valorisé par la culture suivante. Donc on va essayer de travailler avec d'autres couples d'espèces qui ne sont pas problématiques en termes de maladies et en termes pour la rotation. L'objectif d'un couvert végétal, ce n'est pas d'apporter des problématiques supplémentaires à notre culture. C'est justement, c'est de régler ces problématiques. Ok.
ici, qu'est-ce qu'on a comme espèce et qu'est-ce qu'on a comme avantage? Est-ce que tu peux montrer un petit peu les différentes espèces? Alors j'en reconnais quelques-unes si je ne me trompe pas. Est-ce que ça c'est pas du sarrasin par hasard? Alors effectivement, sarrasin ou blé noir. L'avantage de ce couvert végétal, c'est que ce sont des espèces très été et donc plutôt adaptées aux périodes estivales. Qu'est-ce que j'appelle période estivale? On va être sur juillet-août. Ce qui veut dire que c'est des espèces qui vont se développer rapidement quand les durées d'ensoleillement sont longues et quand les températures sont plutôt élevées. Et là, on voit, pour un couvert qui a été semé le 3 juillet, il a explosé en termes de biomasse. Ouais, cette année, on a eu des bonnes conditions aussi. C'est là aussi où parfois d'avoir plusieurs espèces et de bien faire attention à son travail et à son semis. Enfin, je trouve que c'est important. Moi, je le sème avec le même outil qu'avec le semoir c'est le semoir à céréales. Parce que quelque part, il me coûte de l'argent, il va m'en rapporter, mais si j'ai investi aussi quelque chose, ça me paraît important. Donc là, c'est pareil, on réfléchit bien. Et au moment de la plantation, j'imagine que ça a été semé de façon très précise, quoi. Ça a été semé de façon très précise, à la bonne densité. Alors éviter les sous-densités, parce qu'il va y avoir des trous et le couvert ne va pas pleinement jouer son rôle. Et là, on va avoir des adventices qui vont pousser, qui vont remplacer les autres. Pas suffisamment de biomasse, pas suffisamment de captation des éléments et de structuration du sol. Donc on aura peut-être économisé un petit peu sur l'enveloppe semence, mais on va beaucoup perdre derrière sur les services rendus du couvert. Et à l'inverse, surdensifier, c'est aussi dangereux parce que ça va donner l'avantage à certaines espèces et déséquilibrer le mélange. Parce que nous, les mélanges, on les construit à une densité bien précise avec un équilibre des espèces pour que ce soit le plus harmonieux possible. Effectivement, il y en a plusieurs, il y en a certaines qui vont plus ou moins s'exprimer les années, mais globalement, notre objectif, c'est que le mélange soit le plus constant possible. Ok, alors ici dans les Hauts-de-France, voilà, on connaît la facélie, on connaît un peu le sarrasin. Qu'est-ce qu'il y a comme autre espèce ici que tu présentes? Alors on va avoir une espèce un petit peu plus exotique de la famille des lamiacées, la même famille que la sauge, qui est la chia. Donc la chia qui est aussi Comment on dit la chia, la chia, la chia La chia, le kia, on peut un peu dire comme on veut. En tout cas, c'est un petit peu une petite plante miracle parce qu'elle ne va porter aucune maladie des grandes cultures. On est sur la famille des lamiacées. D'accord. Donc lamiacée, ça nous parle pas, c'est pas une crucifère, c'est pas une céréale, c'est la même famille que la sauge, donc c'est normal qu'il y ait ces petites arômes qui se dégagent. On va faire un volume de biomasse qui sera intéressant sur une courte période de données, enfin on le voit très bien là sur les images. C'est assez important. Ouais. Ça va se détruire facilement, que ce soit de manière mécanique, hop, en fait, ce n'est pas fibreux, ou de manière naturelle, destruction naturelle par le gel à zéro. Et dans ce couvert, on n'a pas de graminées et on n'a pas de crucifères. Donc globalement, ça nous évite des problèmes sur les cultures qui sont des graminées et des crucifères. D'accord. Et ça va avoir une destruction facile. Cependant, point de vigilance, il n'y a pas que des avantages à un couvert. Donc je disais, ça c'est des couverts plutôt destinés à être implantés tôt sur le mois de juillet ou le mois d'août. D'accord. Ce qui veut dire que si on sème dans une autre période par rapport à cela, au mois de septembre ou au mois d'octobre, ce couvert ne sera pas adapté. Et si on le met, on m'a dit « Ah, mais ce couvert, il était génial, je l'ai vu, il a fait 70 cm de haut, etc. » Là, il va rester au sol, il va rester au sol, il va geler et on va être déçu et l'investissement sera mauvais. D'accord. Donc voilà. Au niveau racinaire, on voit tout ce qui est au-dessus, mais il y a quand même, en dessous, il y a l'iceberg, il y a la partie cachée, quoi. Donc là tu as un intérêt, on voit que les racines travaillent. Alors j'imagine que la longueur de la racine, elle est beaucoup plus longue que ça. Effectivement. Donc elle va retravailler le sol, c'est aussi un travail mécanique. On va pouvoir utiliser d'autres espèces peut-être pour travailler mécaniquement. Et on a aussi la structuration au niveau du sol qui s'améliore, c'est-à-dire qu'on va pouvoir reprendre un sol beaucoup plus facilement derrière, si on l'a bien détruit et si on l'a travaillé intelligemment, quoi. Alors l'avantage de ce couvert, c'est qu'il n'y a pas besoin de le détruire, qu'il va se détruire naturellement. Là, donc déjà, ça fait une opération en moins. Après, effectivement, on voit qu'il laisse une terre finement émiettée. Là, honnêtement, c'est agréable à voir. Ouais, il aurait un beau résultat. Il aurait plu un petit peu plus, le sol serait tout de même de la même manière essuyé par rapport à, par exemple, à côté un sol nu. Donc là, ça va faire un boulot impressionnant en structuration et en micro-aération au niveau du sol. D'accord. Là, franchement, voir un couvert de cette biomasse-là avec des systèmes racinaires aussi développés, c'est ce qu'on aimerait avoir tous les ans dans nos couverts. C'est pas toujours évident, mais voilà. Et là, donc, on n'est que sur des plantes gélives qui vont se détruire automatiquement ou alors simplement quand elles sont arrivées à maturité Alors non, on n'est que sur des plantes gélives. D'accord. Là, avec une biomasse comme ça, et si gèle pas alors ça gèle. Là, 70% des espèces de ce couvert gèlent environ à -0.
D'accord, donc ouais. Donc on les a à peu près tous les ans, on ne parle pas de -5, -6, -7. Il n'y a que la Facelli qui va rester, qui va elle être un peu plus tolérante au froid, autour de -5 à -10 selon le stade de développement. Mais là, vu qu'elle est très développée, à -4, -5, elle va sans problème se détruire. Donc le couvert, alors après on dit mais ouais, mais si on arrive au mois d'octobre et qu'il est détruit, le couvert il n'a pas joué son rôle, mais bien sûr que si. Il aura fait 3 à 4 tonnes de matière sèche par hectare, il aura structuré le sol. Et en attendant, toute cette matière organique et ces éléments minéraux, ils vont rester dans le sol et ils vont attendre le printemps suivant pour se dégrader avec la minéralisation du sol. Donc on ne va pas avoir ces problèmes de lessivage, ça va nous laisser un petit paillage sur le sol, protéger pendant tout l'hiver justement le sol et éviter avec ce type de couvert, peut-être sur les sols un petit peu plus superficiels avec des réserves utiles moins importantes, de vider tout le sol de sa réserve utile. Ok, donc on va pouvoir travailler là-dessus aussi. Alors ce matin, il y a un essai qui a été fait au niveau du GEDA, il y avait 4,5 tonnes. D'après le calcul et la méthode Merci, certains connaissent, mais voilà, c'est le moyen de mesurer un peu le volume. Leur constat, c'était de dire tout simplement, rien qu'avec l'azote qu'a ramené, j'allais dire, le couvert et qu'a conservé le couvert et va redégager pour la culture suivante, on a payé l'équivalent des semences qui étaient apportés. Donc les éléments supplémentaires, alors certes il y a un coût de travail, mais de toute façon on aurait déchaumé, on aurait travaillé le sol à un moment donné. Si on le travaille intelligemment, on peut le récupérer. Alors en plus quand on a les prix d'azote comme les années précédentes, bon là ça a évolué un peu, mais ça ne va pas aller en baissant et donc c'est des économies quand même qui sont conséquentes, quoi. C'est des économies qui sont conséquentes et c'est une économie des engrais minéraux de synthèse également. Tout à fait. Donc environnementalement parlant, effectivement, il y a peut-être un peu plus de travail, mais on est bien. Donc là, tu as parlé que de l'azote, mais il y a aussi le phosphore, la potasse, sous des formes organiques un peu plus utilisables pour la culture suivante, et également d'autres éléments comme le soufre, qui ne sont pas négligeables et qui sont demandés par d'autres cultures. Également la matière organique. Qui va aussi améliorer la réserve utile de notre sol. Parce que la matière organique, avec le réchauffement climatique, le travail, etc., globalement, les matières organiques dans notre sol ont plutôt tendance à baisser. Donc avec ces couverts végétaux, ça permet de stabiliser cette matière organique et de maintenir les taux dans nos sols. Pour justement qu'ils soient en super santé, quoi. Alors quand on est en culture, c'est bien. Si on a de l'élevage, il y a peut-être aussi... Peut-être qu'on peut aller voir un petit mélange qui est présent ici pour aller voir un peu quelle est l'utilité au niveau élevage. Tout à fait. Allez, je te suis. Alors ici, on est sur des espèces qui vont être utilisées en mélange, tout simplement pour l'alimentation aussi animale alors. Exactement, c'est le double usage de ces couverts. Ils peuvent servir également de couvert végétal comme on l'a vu tout à l'heure, mais là on est sur un positionnement plutôt d'automne. Donc c'est des choses à semer à partir de fin août jusqu'au mois d'octobre. D'accord. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes espèces, on va passer sur des bases graminées et des bases légumineuses typées hiver. D'accord. Là l'objectif de notre mélange, c'est qu'il résiste au froid. Oui, donc là, on va essayer de sortir maximum de tonnage aussi et de pouvoir le récolter pour pouvoir l'amener à nos animaux, quoi. Effectivement. Là, il y a une chose à noter, c'est effectivement le couvert a été semé un peu tôt par rapport à ce qu'on voulait en faire. Parce que c'est une plateforme de démonstration. Il a été semé 2 mois trop tôt, clairement. Donc, on voit les avoines qui sont à épiaison. Donc ça, c'est pas une bonne théoriquement, chose. On devrait arriver à ce que les avoines arrivent plus comme ça. Plus buissonnant, que les céréales n'aient pas encore entamé la montaison. Et donc là, on est sur des mélanges à chaque fois avec des légumineuses, justement pour apporter de la valeur, de la valeur alimentaire et de l'azote. D'accord. En fait, pour les animaux. Pour avoir un bon équilibre au niveau de la ration aussi, alors j'imagine. Pour avoir un bon équilibre au niveau de la ration et économiser sur du concentré. Parce que là, on va avoir une meilleure matière azotée totale du mélange. Et donc, qui dit meilleure matière azotée totale, moins de concentré et donc des économies derrière. D'accord. Ça veut dire aussi que si on a un bon équilibre avec l'azote, on va avoir un bon équilibre dans le sol avec tout simplement de l'azote aussi qui va être restitué, quoi. Exactement. L'objectif, c'est que les légumineuses se développent le plus possible et de manière aérienne et de manière souterraine. Parce que quand on va venir récolter le mélange, on va venir récolter de la biomasse issue de la photosynthèse, donc on n'a pas vidé notre sol. Et tout ce qu'on ne va pas récolter, donc les 5-10 cm qu'on ne va pas récolter en bas, plus l'aspect racinaire, tout ça, ça va être restitué au sol. Donc un beau couvert qui est exporté pour les animaux, ça fait quand même une belle restitution au sol et un usage du couvert. Et combien on peut espérer de tonnes de matière sèche ou de tonnes de matière une fois qu'on sort un couvert qui a bien réussi?
Alors pour un métail comme ça, on peut espérer entre 8 et 12 tonnes. 8 et 12 tonnes, ouais, donc c'est quand même assez conséquent, quoi. Ouais, c'est assez conséquent, il va falloir pousser assez loin pour arriver à ces tonnages-là. On va pousser jusqu'à la mi-juin. Cependant, il y a quand même des grosses opportunités de récupérer du fourrage et du fourrage de qualité. Ok, alors on a plein d'autres parcelles, mais il y a un endroit que je voudrais aller voir, c'est aussi pour la méthanisation, parce que là c'est impressionnant. Avec l'IDEA, vous faites pas mal d'essais, de nouvelles espèces, voilà, de mélanges aussi. Si on peut aller jeter un œil là-dessus, ça peut être intéressant. Dis-moi, là c'est une culture, voilà, ça a 3 mois d'implantation. C'est ça. Bon, certes ça a profité du mois de juillet, août, septembre ici, où on a eu des bonnes conditions et une bonne humidité. Mais c'est quand même extraordinaire d'avoir des mélanges qui ont autant de volume, quoi. C'est l'objectif de ces mélanges. Ça s'appelle des mélanges biomasse. Donc ça, c'est à destination de la méthanisation. On est sur des mélanges avec du sorgho multicoupe fourragé, du tournesol et du niger. Donc 2 espèces de la famille des astéracées et un sorgho de la famille des graminées en C4, donc comme le maïs. Qui valorise très bien les jours longs et chauds, et qui résiste très bien au chaud et au sec. Donc cette année, on a profité de pas mal d'humidité, mais avec des périodes un petit peu sèches, et puis de soleil quand même, quoi. Donc, de soleil, d'ensoleillement. Donc là, si les plantes ont de l'eau et de la chaleur, ces plantes-là savent le valoriser et savent produire de la biomasse. Alors souvent, on utilise plutôt on voit des maïs dans, voilà, c'est peut-être une question d'habitude. Est-ce que si on change un petit peu nos habitudes, on peut sécuriser un petit peu, parce que c'est pareil, le maïs, il peut avoir une tombée, alors que d'autres plantes, des mélanges, on aura peut-être le même résultat que de l'autre côté, c'est-à-dire qu'une pourra prendre le dessus par rapport à l'autre selon les conditions, non? Alors attention, là on est bien sur un semis du 3 juillet et donc un maïs on va implanter 2 mois auparavant. Donc là il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On est sur des variétés et des associations qui vont aller beaucoup plus vite pour produire de la biomasse. Alors oui, en effet, on a une offre adaptée justement sur le créneau méthanisation, sur les maïs, donc à semis un peu plus précoce. Et dans ces cas-là, on adapte la précocité des espèces, donc on va arriver sur un tournesol qui sera plus tardif, sur un sorgho plus tardif, avec des potentiels plus importants. Et le gros avantage qu'on va avoir, c'est qu'on sème au semoir à céréales, pas d'écartement 75, donc pas de désherbage à faire, on baisse la fertilisation et on aura un coût de semence qui sera moins élevé. Donc un coût d'implantation moins élevé, et a priori en biomasse on va être plus élevé ou identique? On peut être identique à un maïs. C'est des associations qui justement sont faites pour produire beaucoup avec des espèces et des variétés adaptées. Donc on peut tout à fait être au niveau d'un maïs en termes de biomasse. D'accord, donc on a différentes possibilités. Alors, vous faites des espèces en pur, mais l'IDEA, vous faites aussi beaucoup de mélanges. Enfin, moi, je l'ai vu, que ce soit en colza, vous avez des présentations qui sont intéressantes. Comment maintenant, si un agriculteur s'intéresse à trouver des mélanges, comment il peut avoir le meilleur conseil en fonction de son, j'allais dire, de la culture qui va arriver, de son précédent, de la période, parce que c'est pas toujours facile. Est-ce que vous êtes accessible? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut voir chez vous les mélanges qui sont plus adaptés en fonction des usages alors? Alors nous, on réalise des belles plateformes comme celle que vous voyez aujourd'hui, où tous les publics sont invités, donc les agriculteurs, les coopératives et les négociants. Donc tout le monde est accueilli. Et donc là, on fait des présentations détaillées sur l'intérêt, le positionnement des espèces, leur intégration dans les rotations des cultures par rapport à leur date de semis. Et donc, on fait des conseils personnalisés, on va dire sur mesure, en fonction des questions. D'accord. Ok. Comment on vous contacte chez l'IDEA? C'est site internet, c'est les coordonnées? Alors, c'est possible de nous joindre sur la page Facebook. D'accord. C'est possible de nous joindre également sur LinkedIn. Ok. Et sinon, vous pouvez vous rapprocher de votre organisme stockeur ou de votre négociant qui, lui, aura également les informations de notre part. Ok, bon bah moi je mettrai les liens ici en dessous si jamais vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, si vous avez des réponses à mes questions. Moi j'ai la chance d'avoir le technicien avec, je vais en profiter. Et puis voilà, bon, en tout cas merci pour cette présentation. En tout cas des beaux couverts, une belle plateforme bien réussie. C'est vrai que c'est hyper intéressant de voir et de pouvoir discuter. On a pu le faire juste avant en faisant le tour de la plateforme et ça me donne quelques idées pour la suite. Bon, merci en tout cas, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos aussi techniques. Si vous voulez voir d'ailleurs la destruction des couverts de ce type là, j'en ai fait une précédemment, elle est déjà passée. Allez jeter un œil, vous allez voir, c'est plutôt sympa aussi. Quand on a des couverts qui sont énormes, on peut aussi les détruire parce que c'est important de pouvoir voir après comment on s'en occupe aussi. Bon, là, pas pour la méta, entre autres, mais pour d'autres usages, quoi. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Allez, à plus tard, salut. Salut.